Laurent Bell va échanger avec vous. Il a fondé et dirigé la Philharmonie de Paris. Il a quitté sa charge en 2021, continue à œuvrer aux côtés d'un certain nombre d'acteurs de la culture en France. Avec la Philharmonie, il a métamorphosé le rapport à cet art musical, à la manière dont tout ce qui s'est construit autour peut transformer le regard sur la culture, aussi faire des changements de paradigme absolument fondamentaux, en y associant notamment le vivant. Laurent, nous sommes tout oreille pour vous pendant les 7 minutes qui arrivent. Bienvenue Laurent, et merci. Bonjour. J'ai longtemps eu la charge d'institutions portées vers l'international et j'ai pu mesurer combien le système néolibéral poussait notre planète dans ses retranchements, au point même d'interroger notre propre place, comme citoyen bien sûr, mais également comme responsable culturel et artiste. Avec un doute quasi philosophique, pouvons-nous continuer à revendiquer l'acte de créer quant à tous les niveaux, social, économique, politique ou environnemental, nous avons atteint un point de bascule? La réponse me paraît sans équivoque. La mission principale de l'art est de mobiliser l'imaginaire collectif et de formuler le désir d'un autre état du monde. Créer, faire de l'art n'est donc pas simplement un droit, mais un devoir qui nous confronte à un double défi engageant l'avenir. D'abord, celui propre à la création visant à la revivifier, et puis celui plus contextuel visant à susciter un cadre plus harmonieux. Concernant le premier défi, j'ai eu la chance à plusieurs reprises d'accompagner des réalisations artistiques très marquantes qui m'ont transporté dans un au-delà des choses. J'en ai déduit la conviction de notre besoin immanent de création, tout domaine confondu. La vision et l'univers des artistes peuvent transformer nos vies. Et au fur et à mesure où mon regard s'est élargi vers des répertoires de toutes époques et tous continents, j'ai découvert que ce que j'appelais la création était en fait indissociable d'une triangulaire beaucoup plus large, associant le patrimoine, la création-recherche et la transmission. Et c'est au cœur de cette confrontation avec la création comme pivot que se sont épanouies mes relations avec de grandes personnalités artistiques. Alors il s'est agi d'affinités humaines, mais il s'est agi de beaucoup plus, car la démarche des artistes aide à appréhender la portée sociétale de la création. Je ne parle pas ici d'esthétique, mais de leur conscience aiguë de s'inscrire dans une forme de continuum historique et de leur capacité à embrasser des dessins qui les dépassent. C'est donc en renforçant la place et le statut des créatrices et créateurs, qui aujourd'hui est affaibli, que nous retrouverons ce rapport singulier à l'art, à la fois ancré dans le réel, mais également placé au-dessus de tout, au point d'incarner une vision collective. Notre avenir passe par cette première nécessité, selon moi, la quête, la reconquête d'une éthique de la création. Comprenez-moi, je ne doute pas de la volonté des artistes, je pense simplement que le modèle dominant
qui est à la fois consumériste et normé à l'excès, est devenu illisible et peu porteur de sens. Là se situe notre second défi. Un malaise, un certain épuisement de l'action publique vient légitimer le pessimisme induit par des replis identitaires de tous ordres et des formes inquiétantes de populisme. Du coup, les liens de l'État avec l'ensemble des agents, qu'il s'agisse des élus, du milieu culturel ou de la société civile, se délitent toujours un peu plus. Or, je crois en la nécessité d'un dialogue organique entre ces forces pour dépasser le clientélisme qui gagne du terrain. Jusqu'à présent, un peu partout, un héritage commun s'est pourtant constitué à partir d'un consensus largement basé sur le couple patrimoine et création. Mais depuis peu, la violence de la crise, écologique notamment, la dissémination des conflits, les mutations technologiques vers le virtuel ont engendré un changement d'échelle. Et c'est là que le politique paraît dépassé et que notre socle culturel n'est plus perçu comme vecteur d'intégration. Pour certains, l'ennemi est même devenu l'État. Un État miné par le bas, contesté par des édiles locaux de tous bords et par ceux qui se sentent exclus, mais aussi débordé par le haut, impuissant face aux forces de dérégulation, comme le montrent par exemple les dérives des arts plastiques. Or, cet état, même d'évaluer, n'est pas une entité désincarnée, extérieure à nous. Son ébranlement interrogerait nos propres usages, ceux, par exemple, d'un milieu culturel, lui-même habité par des intérêts contradictoires. Méfions-nous dès lors d'un excès de corporatisme et d'égocentrisme, car nous aurions beaucoup à perdre d'un délitement de la puissance publique que nous alimenterions malgré nous. Autant il est du devoir de l'État de garantir une juste redistribution et de défendre les principes de la République face aux tribunaux populaires, autant il est de notre responsabilité de co-construire avec lui un cadre général qui légitimerait la relance appelée de nos vœux. Il nous appartient donc de sonder nos propres approximations. Ainsi, il ne suffit pas d'accroître l'offre mécaniquement pour faire acte de démocratisation. De même, le slogan de l'action artistique et culturelle, tel qu'il est souvent brandi, ne représente pas, loin s'en faut, le sésame des politiques publiques. Encore faudra-t-il que les démarches de proximité s'inscrivent dans la durée et qu'elles ne s'épanouissent pas à l'encontre des aspirations artistiques et de création qui devraient les porter. Dans le même ordre d'idées, comment revisiter la manière de jauger les contenus, privilégier les projets innovants, les inscrire dans une ébullition qui leur donnerait sens, inclure aussi bien les institutions que les marges, je dirais même les institutions avec les marges, le public et le privé, ou encore expérimenter les apports du virtuel. Les questions sont nombreuses qui appellent un changement de paradigme afin de repenser l'avenir du spectacle vivant et puis aussi d'ouvrir des fenêtres d'espoir pour les jeunes générations. Merci. Merci Laurent. Merci beaucoup.
Alors, on comprend bien cette nécessité du changement de paradigme qui est une co-responsabilité de tous les acteurs du secteur, presque y compris le public également. Et est-ce que ce changement, il est là à la micro-échelle pour vous, ou est-ce qu'on commence à avoir une vague de fond sur ce changement de paradigme? Où est-ce que vous le situeriez par rapport à sa matérialisation? Je pense déjà qu'il y a une prise de conscience à tous les niveaux. J'ai beaucoup de contacts au niveau local et je vois bien que les acteurs locaux se posent la même question. Jusqu'où on va dans la disruption, quand est-ce qu'on essaye de reconstruire quelque chose. Ça vaut aussi bien pour les responsables d'associations que pour les élus. Maintenant, à un autre niveau, ça pose des questions beaucoup plus profondes, parce qu'en fait, les modèles que nous avons construits ont généré des usages qui ont tendance à diviser, sans qu'on se pose des questions, différents champs. Et moi, je pense qu'on peut, quand je parle de changer de paradigme, ça pose vraiment la question de mettre en relation des usages disjoints. Vous avez parlé de la philharmonie. Je vous donne un exemple. Pour tout le monde, la philharmonie, c'est quoi? C'est le temple de la musique classique. Pour moi, ça n'a aucun sens s'il y a 100% de musique classique. Il doit y avoir au moins 40% de musiques actuelles et des autres continents. Sinon, je ne peux pas comprendre même l'idée de musique classique. La philharmonie est un lieu où viennent les plus grands orchestres du monde. Ça n'a aucun sens si je n'ai pas d'orchestre d'enfants venus de quartiers défavorisés que nous essayons de susciter. On dit que le public de la musique classique est âgé. Ce n'est pas totalement faux. Donc ça n'a pas de sens si je ne crée pas une entité philharmonie des enfants, vous voyez. Donc c'est ce que j'appelle le changement de paradigme impose quand même une revisitation assez profonde de nos usages. Oui, et c'est ce que vous évoquiez sous le terme de l'éthique de la création, qui concerne aussi la programmation. Oui. Parce que je pense que le fil conducteur au milieu de tout ça qui peut nous aider, c'est effectivement d'essayer de relier, y compris patrimoine et prospective, à travers ce processus de création, mais qui ne se limite pas à l'idée de créer une œuvre nouvelle. La création est un processus beaucoup plus large. Et à la Philharmonie, vous avez invité la Terre comme co-créateur de l'art, et c'était des changements de paradigme également que d'inviter le système vivant aux côtés des humains qui sont les créateurs également. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent. Merci.